A-t-on parfois le droit de mentir? C'est une question qui a un certain biais, notamment du fait de cet adverbe « parfois ». C'est donc une question qui a ce qu'on appelle en philo un présupposé. Qu'est-ce qu'un présupposé? Un présupposé, c'est ce que la question suppose et qu'elle ne dit pas. C'est ce qu'on pourrait dire, c'est ce qu'on pourrait appeler l'implicite de la question. Hein, c'est ce qu'elle a derrière la tête. Vous savez, quand on vous pose une question, parfois quelqu'un a une idée derrière la tête et ça peut être suggéré par la formulation de la question, la façon dont elle est tournée, etc. Donc, a-t-on parfois le droit de mentir? Quel est le présupposé selon vous? Si je vous dis, allez-vous parfois à l'étranger? Ou est-ce que parfois vous cassez la routine du quotidien? Si j'emploie cet adverbe, et si je pose la question de cette manière, qu'est-ce que ça suggère, qu'est-ce que ça suppose? Alors, bien, tous en même temps, hein. N'hésitez pas à lever la main parce que sinon... ah bah, du coup, vous êtes intimidée. Madame, quel est votre prénom? Béatrice. Béatrice. Ça suppose une réponse affirmative? Oui, alors, ça induirait une réponse affirmative. C'est moins une induction, quelque chose qui est induit, qu'un présupposé, c'est-à-dire qu'une hypothèse, en fait. Je vois pourquoi vous dites ça, parce que la question, elle appelle presque une réponse qu'on serait tenté de dire a priori positive. Mais si quelqu'un vous croise et vous dit est-ce que, Béatrice, est-ce que vous voyez parfois telle personne qui habite pas très loin de chez vous? Qu'est-ce que ça suppose par ailleurs? Que je peux ne pas la voir. Que vous pouvez ne pas la voir, oui, tout à fait. Et mademoiselle, vous leviez la main. Dites-moi. Ça implique que personne ment toujours. Oui, exactement. Ça rejoint, les deux formules se rejoignent. Quel est votre prénom? Sarah. Sarah. Le présupposé, c'est que on n'a pas le droit de mentir toujours. Il peut y avoir un droit de mentir, mais il ne peut s'appliquer que dans certains cas, qui déjà sont supposés être une exception. Donc la question, elle a un biais qu'on peut ne pas accepter, parce que vous pourriez me dire, mais on a toujours le droit de mentir. Pourquoi parfois? La question est mal posée, peut-être. Mais la question, elle suppose avant même qu'on s'y oppose, et si vous le voulez bien, on va partir sur la question telle qu'elle est formulée. Elle suppose que nous n'avons le droit de mentir si ce droit existe, parce que c'est la question, s'il existe. Nous n'avons le droit de mentir que dans certains cas, qui sont des exceptions, qui font exception à la règle qui serait, ou qui est, de ne pas mentir. Ok, ça c'est la première chose sur le sujet, le présupposé, l'implicite de la question. Évidemment, il y a une deuxième chose, c'est, bon, ça suppose, il y a d'autres présupposés, ça suppose qu'on puisse atteindre la vérité ou viser la vérité, que ça ait un sens pour nous. Effectivement, s'il n'y avait pas de vérité, certains philosophes l'ont affirmé, si vous niez l'existence de la vérité, le rapport de l'être humain à la vérité, il est, je dirais, il est faussé d'entrée, donc de toute façon, on ne peut pas prétendre avoir une intention tournée vers la vérité ou ce qui serait la vérité. Je dirais, oui, dites-moi. Monsieur, quel est votre prénom? Pascal. Enfin, je ne sais pas si c'est la vérité ou le fait de ne pas mentir. Alors, il y a... Oui, Oui, exactement, bien sûr. Mais ne pas mentir, vous avez raison, je vais y venir. Vous avez raison, c'est la différence entre la vérité et la sincérité. Mais si aucune vérité n'existe, est-ce que le mensonge lui-même a encore un sens? On pourrait dire que oui, mais il n'y aurait plus vraiment de normes par rapport auxquelles... puisque tout effort de sincérité, finalement, serait fondamentalement pas distinct du mensonge, parce que oui, l'intention serait bonne. L'intention serait bonne, mais cette intention, elle est jugée bonne par rapport à une valeur en arrière-plan qui est la vérité. Parce que si la vérité elle-même n'a pas de valeur ou qu'elle n'existe pas, il resterait la distinction du point de vue de l'intention, qui est la définition du mensonge, entre la sincérité et la fausseté, la sincérité et l'hypocrisie.
Mais s'il n'y a pas de vérité, à quoi bon la sincérité presque? Parce que finalement, d'une certaine façon, voilà. Mais effectivement, c'est une question qui nous amène au deuxième point, qui est la définition du mensonge. Pour traiter cette question, ah oui, j'y viens. Pour traiter cette question, il faut définir le mensonge. Alors c'est très difficile, il y a plusieurs formes de mensonge. Oui, il y a plusieurs formes de mensonge. Mais Pascal a déjà formulé une chose très importante, c'est que le mensonge est de l'ordre de l'intention. On ne peut pas toujours dire la vérité. Est-ce que cacher la Ah oui, mais là, vous prenez déjà une position en disant en supposant que le mensonge est parfois nécessaire dans certains cas. Par exemple, par rapport à une maladie. Ah mais je vais y venir, mais avant de prendre position, puisque vous avez déjà une idée sur le sujet, il faut au moins savoir ce qu'on entend par mensonge. Et donc il faut définir le mensonge. Alors c'est difficile, il y a plusieurs formes de mensonge, on va pouvoir essayer de les énoncer, de les passer en revue rapidement. Essayer de trouver une définition qui soit unitaire, c'est pas évident. Je vais en proposer une. Et à partir de cette définition, envisager, je dirais, une plaidoirie pour ou contre, en s'appuyant sur des exemples et en essayant surtout de trouver des principes, puisque la question, elle s'inscrit dans l'ordre de la moralité. Le droit de mentir, c'est la légitimité de le faire. Et cette légitimité, elle suppose au moins de correspondre à un principe qui est celui de la morale. Donc, il va falloir que la plaidoirie en faveur du mensonge, s'il y a plaidoirie en faveur du mensonge, elle s'appuie pas simplement sur un argument pragmatique, en disant que parfois c'est utile, mais sur un argument de légitimité, puisque c'est le thème de la question. Donc le mensonge, qu'est-ce que le mensonge pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Quels sont les différents types de mensonges? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de définir le mensonge? Vous qui ne mentez jamais, faites un effort d'imagination. Madame, est-ce que cacher la vérité, c'est mentir? votre prénom? Nicole. Nicole. Est-ce que cacher la vérité, c'est mentir? Alors oui, c'est le fameux mensonge par omission. Alors, mensonge par omission. Pour moi, un mensonge, enfin, je sais pas, Oui. c'est modifier la vérité. Alors, vous dites plusieurs choses. C'est-à-dire que la première chose, c'est cacher la vérité. Cacher la vérité, c'est pas simplement omettre. Il y a le mensonge par omission qui est le fait de ne pas dire. D'ailleurs, souvent, un mensonge par omission, c'est une demi-vérité. Si, par exemple, vous avez l'habitude je prends un exemple vraiment qui ne peut pas vous concerner. Si certains d'entre vous vont souvent au bar, on traîne au bar, ou dans un café, ça peut arriver. Et si vous avez un conjoint, une conjointe qui suppose, puisque vous rentrez tard, que vous avez encore traîné au bar, etc., et que cette fois-ci vous n'avez pas traîné au bar, mais vous avez traîné ailleurs, et qu'elle vous pose la question, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Est-ce que tu étais encore au bar? Et vous dites absolument pas. Sans rien dire de plus, vous induisez peut-être en erreur la personne qui se dit, bon aujourd'hui elle n'a pas traîné. Il ou elle n'a pas traîné. Mais c'est-à-dire vous ne dites pas l'essentiel, qui est que si vous avez traîné, mais ailleurs vous avez fait autre chose, mais vous avez peut-être pas fait les courses, peut-être pas fait ce qu'on attendait de vous, etc. Donc ça c'est le mensonge par omission, c'est induire quelqu'un en erreur en omettant peut-être l'essentiel et en disant peut-être une demi-vérité. Pas forcément un mensonge plein et entier si je veux dire, mais une demi-vérité. Cacher la vérité, c'est encore autre chose. Ça n'est pas totalement étranger. Vous pouvez maquiller quelque chose, falsifier quelque chose, un document, vous pouvez cacher un secret de famille à quelqu'un. Ça n'est pas simplement mentir par omission, puisque si personne ne vous pose la question, vous n'avez pas à mentir, mais vous masquez, vous cachez, vous dissimulez. C'est ce qu'on appelle la dissimulation. Ce qui n'est pas un mensonge, mais qui est un acte, par rapport, on rejoint la remarque de Pascal, il y a une différence entre la sincérité et la vérité. Vous pouvez avoir une attitude par rapport à la vérité qui est de négation, vous la dissimulez, vous la refusez, vous êtes dans le déni. Mais ce n'est pas un mensonge. Donc, premier mensonge, le mensonge par omission. Est-ce qu'il y a d'autres formes de mensonge? Votre prénom? Alors, Philippe. Philippe. Dans la définition du mensonge tel que vous l'abordez aujourd'hui, j'ai l'impression que vous faites beaucoup référence à la vérité. Et moi, je travaille dans un contexte qui est la thérapie de couple en particulier. Je pense que la notion de vérité est parfois un peu floue. C'est-à-dire chacun a sa vérité. Et on peut écouter les uns et les autres, tour à tour, et finalement trouver que les deux ont raison. Et finalement, et
donc cette notion de vérité me paraît quelque chose déjà qui est relative. Donc si on se fie qu'à cette vérité pour définir le mensonge, déjà c'est peut-être une erreur. Et puis je trouve aussi, comme je disais, quand on écoute les gens autour à tour raconter le problème qu'ils rencontrent, on a l'impression que pour savoir qui a tort, qui a raison, tout dépend de savoir qui parle. En fait. Celui qui parle, il a raison. Ah oui, pour savoir qui a raison, il faut savoir qui parle. Voilà, donc on est tous le quelqu'un d'autre, on est tous le salaud de quelqu'un d'autre. On est tous le salaud de quelqu'un d'autre. En fait... On a tendance à changer. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'assister à un procès où je suis rentrée dans cette salle avec des idées, je suis ressortie avec d'autres idées. Oui, non, on peut changer de jugement, bien sûr. Les uns et les autres. Oui, c'est le propre de la plaidoirie contradictoire. Non, vous avez raison, il ne faut pas confondre vérité et mensonge. C'est d'ailleurs le premier texte que je vais distribuer. Il y a une différence entre la vérité et l'erreur d'un côté et la sincérité et l'hypocrisie de l'autre, ou la sincérité et le mensonge. Ce que je disais, c'est que la valeur de la sincérité et sa distinction par rapport au mensonge dépend peut-être, et c'est toute la complexité, de savoir si la vérité a une valeur. Car si la vérité n'a pas de valeur, pourquoi est-ce que la sincérité serait plus importante que le mensonge? Bon, ça c'est une réflexion de Nietzsche qui est célèbre, il a une phrase un peu qui résume la chose, il dit la chose suivante: la vérité, ça va vous plaire Philippe, parce que vous parlez du fait qu'il y a une vérité, à chacun sa vérité finalement, voilà exactement. Nietzsche va même plus loin, il dit la vérité est ce type d'erreur sans laquelle les êtres humains ne pourraient pas vivre. Ils ont besoin de croire qu'ils peuvent atteindre une vérité. Mais ça, c'est une position philosophique particulière. C'est pour ça que je disais, il faut bien distinguer les choses, mais peut-être que les choses, au final, ne sont pas si disjointes qu'elles peuvent le paraître du point de vue des valeurs. Alors, à chacun sa vérité, c'est une pièce de Pirandello. Je ne sais pas si vous en connaissez le récit. J'essaie de trouver le titre en italien, je ne m'en souviens plus. On peut le retrouver. Così è se vi pare. Je crois que c'est ça, le titre en italien de Pirandello. Mais c'est très beau. C'est très beau. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça arrive même aux meilleurs. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Et alors je résume un peu la pièce de Pirandello. Il y a un couple qui fuit une contrée d'Italie où il y a eu un tremblement de terre. C'est inspiré d'un fait réel qui avait eu lieu au début du XXe siècle. Et qui vient s'installer dans un village, et leur comportement choque beaucoup parce que eux ils habitent un appartement qui est au dernier étage d'un palazzo, d'une résidence, et la belle-mère habite un appartement plus cossu. Et on ne voit jamais la femme sortir. Et commence à courir des rumeurs selon lesquelles peut-être le mari séquestre sa femme. Et donc on fait, ça crée un mini-scandale, notamment dans l'entreprise, au travail, cet homme. Et si mes souvenirs sont bons, on interroge en premier la belle-mère. Ce qui n'est peut-être pas la bonne méthode pour savoir ce qui se passe dans un couple, mais on commence par la belle-mère. Et elle dit que, comment dirais-je, elle dit que le mari de sa fille, après avoir perdu sa première femme, est tombé dans une forme de folie, et qu'il n'a pas voulu accepter cette perte, et rencontrant une deuxième femme et se mariant avec cette deuxième femme, on lui a fait croire que, il croit toujours que c'est la première. Ça, c'est la thèse de la belle-mère. Et puis, on fait venir le mari qui lui dit ma belle-mère est folle. Ma belle-mère est folle parce que, si mes souvenirs sont bons, il dit qu'il a vraiment perdu sa première femme qui était sa fille. Parce que la belle-mère, au début, elle a dit, il s'est marié avec ma fille, mais il avait perdu une première femme et il croit que c'est toujours la même. Et lui, il dit, ma belle-mère est folle, comment dirais-je, sa fille est morte, je me suis remarié, et elle croit que c'est sa fille. C'est lourd, oui, c'est lourd. Alors je vous dis ça de mémoire parce que voilà.
J'espère ne pas faire de fautes trop textuelles, mais je dirais à la limite, c'est pas grave, vous comprenez l'esprit. Et à la fin, on interroge la femme, puisque c'est elle qui est censée détenir la vérité, trancher, puisque vous parliez de plaidoirie, entre deux parties. Et elle a le visage, si mes souvenirs sont bons, qui est couvert d'un voile, et elle dit en fait, je suis l'un et l'autre, parce que, et c'est vrai, s'il a perdu sa première femme et que pour lui, elle est toujours comme la première, elle est comme la première. Et puis, si cette femme qui est supposée être sa mère a perdu sa fille et qu'elle la reconnaît comme étant sa fille, elle veut bien être sa fille aussi. Et donc, elle est ce qu'on croit qu'elle est. Vous vérifierez l'exactitude de ce que je viens de dire comme ça un peu au débeauté sur cette pièce, mais l'idée est celle-là. Donc effectivement, peut-être à chacun sa vérité, dans certains cas on ne peut pas trancher. Mais j'allais dire, ça c'est du côté de la vérité et du côté du mensonge. Donc mensonge par omission, je me permets, avant de vous laisser la parole Pascal, de vous mentionner d'autres cas de mensonge. Ah, je ne vais pas vous couper l'herbe sous le pied, vous vouliez dire quelque chose. Allez-y. Non, allez-y. Allez-y. Non, allez-y, dites-moi. Je me grattais la joue. Il ment? Je levais pas le doigt, je me grattais la joue. D'accord. Ah, allez-y Pascal, dites-moi, allez-y. Non mais allez-y parce que est-ce que c'était sur le mensonge, la définition du mensonge, sur d'autres cas de mensonge? Non, c'était toujours sur le mensonge, c'est par rapport à on dit la vérité, ou moi je rejoins ce que dit Philippe. C'est sa vérité. C'est sa vérité, tout à fait. Donc je mens, c'est ma vérité, oui. je ne la communique pas et je dis l'opposé. Oui, tout à fait. Non, bien sûr, et Philippe, bien sûr, j'abondais dans son sens avec cet exemple pris de la pièce de Pirandello. On peut être tout à fait sincère et dire des choses qui sont contradictoires. Je me permets une petite casuistique du mensonge qui va nous permettre d'avancer, puis je vais commencer à prendre des cas de figure, puisque vous aviez visiblement en tête certains cas de figure. Alors, je dirais qu'il y a le mensonge, moi je l'appelle le mensonge franc. Vous mentez en disant vraiment c'est le mensonge plein et entier. Voilà, conscient, délibéré, etc. Voilà, bon. Voilà, tu vous parlais des enfants. Voilà, est-ce que tu as mangé du chocolat? Absolument pas. Voilà, donc ça c'est vraiment voilà. On a le mensonge par omission, on a la fabulation. Alors la fabulation, c'est encore autre chose parce que, ben oui, mais c'est enjoliver la réalité, c'est la raconter. Ça n'est pas forcément un désir de tromper l'autre. Parfois, c'est vraiment un aveu de faiblesse, c'est pour se faire valoir aussi, c'est pour se donner plus de valeur. Alors évidemment, le cas pathologique, c'est la mythomanie. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a la fabulation. Il y a un autre mensonge qui est tout à fait paradoxal, c'est le mensonge à soi-même. La question est de savoir si on peut vraiment se mentir à soi-même, puisqu'on est le menteur et la personne à qui on ment. Donc ça, je reviendrai là-dessus. Mais je termine un peu le listing, si j'ose dire, la liste. Il y a, comment dirais-je, le mensonge particulièrement aigu qui concerne des cas de trahison, la traîtrise, l'infidélité, où là on est dans un mensonge qui concerne des relations sentimentales qui sont comment dirais-je, plus importantes que d'autres, avec cette question de savoir à quel moment on est infidèle ou pas. Il peut y avoir la fidélité de corps et l'infidélité d'esprit. Hein. On peut ne jamais avoir trompé quelqu'un charnellement sans être en ayant les mains propres, si j'ose dire, et puis en ayant quand même un esprit vagabond. Et puis après, il y a la catégorie qui n'est pas le mensonge, qui est plutôt le mensonger, être faux, avoir une forme de fausseté, ce qu'on appelle l'hypocrisie, etc. On peut ne pas dire un mensonge, mais ne jamais être authentique avec quelqu'un. Puis dernière distinction, peut-être pour clarifier les choses, il y a une distinction qui est faite par Augustin, qui est un auteur auquel j'aurai recours, parce qu'il a beaucoup réfléchi sur le mensonge. Il a écrit 2 opuscules très célèbres. Il y en a un dont je vous ai mis un extrait, qui s'appelle « Du mensonge », puis il y en a un autre qu'il a écrit bien plus tard, qui s'appelle « Contre le mensonge ». Et Augustin dit qu'il faut faire une distinction entre le mentant et le menteur. Le mentant, c'est celui qui fait l'acte de mentir, celui ou celle, et le menteur, la menteuse, c'est celle qui aime bien mentir, qui se plaît à mentir. Ça, on peut avoir un goût pour le mensonge. Donc, vous voyez, ce sont des distinctions qui vont nous aider. Alors, ces distinctions étant posées, la question
que je vais vous poser est une question, je dirais, concrète. Est-ce que vous pourriez me prendre des cas de figure, puisqu'on parlait de cas de figure, dans lesquels on pourrait défendre, je ne dis pas vous personnellement, mais où vous comprenez qu'on pourrait défendre la légitimité, puisqu'il y a une question de légitimité, pas juste d'utilité, parce que l'utilité, il est toujours utile de mentir parfois. Enfin, il est souvent utile de mentir, parce que si on ment, c'est que, à minima, ça nous sert. Donc pas l'utilité. Est-ce que vous pourriez me prendre des cas de figure, des exemples, où on pourrait défendre la légitimité du mensonge? Alors, oula, il y a... Oh, d'accord. Ah, vous avez... Alors, je crois que les premières, c'était Sarah, et puis après, je donne la parole à des personnes que je n'ai pas encore entendues. Oui. Bah, l'exemple classique, je pense que Avec... c'est Oui. l'exemple classique. Oui. C'est le Père Noël. Ah, le Père Noël. Et Oui, oui. pour donner pour valoriser ce mensonge, c'est créer un peu de magie pour les enfants. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est intéressant parce que le cas des enfants est un cas tout à fait particulier. Et il vous pose la question, parce qu'il y a un âge où il commence à avoir des doutes. Donc il vous pose la question comme une instance, non pas peut-être de vérité, mais comme une référence, une autorité. Ici, ce qui vous pose la question, sachant qu'il y a déjà un doute rationnel qui est né dans son esprit, vous lui affirmez que le Père Noël existe toujours ou pas? Parce que c'est le moment critique. Oui, je repose la question. Ah, Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il est vrai? Ah, vous êtes maligne, là, parce que vous êtes quand même... voilà, d'accord. Oui, d'accord, vous le faites... parce qu'en fait, il y a effectivement... je vais défendre une thèse, vous allez me dire si vous la trouvez correcte au sujet des enfants, mais qui renvoie aussi à la mentalité humaine. C'est qu'il y a une ambivalence chez les enfants. On les amène voir un spectacle de magiciens. Ils se plaisent à la prestidigitation. Le prestige, c'est le moment où on produit l'illusion. Et puis, souvent, ils sont tentés de demander quel est le tour de magie, comment on fait. Et donc, il y a à la fois le plaisir d'être sous l'illusion, et en même temps le sentiment que peut-être ils ont quelque chose de plus à gagner en apprenant la vérité, qui est un désenchantement. Puisque s'ils apprennent quel est le tour, il n'y a plus de magie. Et vous voyez cette ambivalence qui est l'ambivalence entre l'imaginaire et la raison, le raisonnement, où l'enfant à la fois se dit qu'il y a un truc. Et en même temps, l'enchantement qu'il a ressenti repose sur le fait d'avoir été trompé, d'avoir été leurré, de ne pas avoir vu le truc et d'avoir pensé un instant comme devant nous, quand on est devant une pièce de théâtre, qu'on était devant les personnages, réellement. Et donc, il y a cette ambivalence. Vous seriez d'accord pour dire qu'il y a cette ambivalence ou... Oui, d'accord. Donc, effectivement, il y a le cas du Père Noël. Mais là, vraiment, vous prenez un cas très spécifique. Est-ce qu'il y a d'autres cas de figure? Alors, peut-être les personnes que je n'ai pas encore entendues, il y a Madame, et vous, et puis après vous et Philippe. Oui. Alors, moi, c'est Christine. Christine. Alors, je vais vous donner un cas de figure. Ah. Par exemple, pour un décès, alors, pour un enfant. Toujours pour un enfant. Décède, Oui. on va lui cacher la façon dont il est décédé. D'accord. Pour ne pas le traumatiser. Oui. Si la façon dont la personne est décédée peut être traumatique, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Donc, on lui cache. Tout à fait. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais c'est pas pour... Oui, oui. Alors, on dit souvent que les enfants ont l'intuition qu'on leur cache quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est ce qui est paradoxal, qui fait naître une mentalité particulière dans la relation familiale, puisqu'ils se doutent que ce qu'on leur dit n'est pas entièrement la vérité. Mais je comprends l'idée de les protéger. C'est un premier argument pour le mensonge, la protection. Oui, et puis après. Oui. Allez-y. Moi, c'est Louise. Et peut-être un cas grand en que je dois sauver ma vie. Oui, Et, par exemple, en cas de guerre ou de conflit. oui, Et beaucoup de gens changent leur nom et prénom pour fabriquer des papiers faux pour sortir du pays et sauver sa vie, la vie des enfants. tout à fait. Alors là, c'est un cas de survie. C'est un cas, même, j'allais dire, on sort de la morale, du bien et du mal, c'est l'instinct de survie. Mais effectivement, protéger, se protéger, survivre. Ça fait penser au film Monsieur Klein. Vous savez, avec Alain Delon, où on le confond avec un homonyme qui est juif. Et tout d'un coup, lui, il ne peut pas changer de patronyme. Et tous les efforts qu'il va faire pour plaider sa cause, pour faire connaître
la vérité pour lui, ne vont faire que, d'une certaine façon, l'entraîner dans une certaine mécanique contraire à ses intérêts. Oui, madame. Alors moi c'est Marie-Paul. Marie-Paul. Par exemple, le cas d'une personne, femme ou homme, qui vit avec un conjoint jaloux, très jaloux. D'accord, oui. Par exemple, je prends l'hypothèse, mettons c'est une femme, elle va passer l'après-midi où elle va simplement croiser un ami, elle va aller prendre un verre, un café chez lui, on va lui demander... en fait, c'est une forme de protection aussi. Oui, oui. Elle va dire, mais non, aujourd'hui, je suis allée chez Sylvie. C'est pas Sylvie. Mais c'est par crainte. Donc, Oui, oui. l'idée, ça va être effectivement de pouvoir mentir. Oui, oui. Mais ça, elle va le ressentir comme quelque chose de nécessaire. Donc toujours l'idée de se protéger, peut-être de protéger la sensibilité de quelqu'un Oui, aussi, de l'autre qui est pathologiquement jaloux Oui, et qui ne pourrait pas supporter effectivement qui a une volonté de contrôle. Mais comme on disait, dans ce cas-là, ça renvoie c'est un aveu de faiblesse aussi, c'est que la personne a un tel manque de confiance en elle-même, effectivement, que tout est source de déstabilisation. Donc on est vraiment sur la protection. Oui, Philippe. Alors, je voulais précisément aborder un peu ça, puisque c'est une chose que je vois précisément dans mon travail. Et en particulier, je pense que lorsqu'il y a mensonge, c'est souvent qu'il y a une notion de pouvoir. Soit un pouvoir qu'on entend exercer sur quelqu'un à qui on va mentir, soit un pouvoir auquel on veut échapper. Et c'est le cas que vous évoquez, c'est-à-dire qu'en fait, on est face à une autorité qui exige la vérité. Tu dois me dire, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ? Ah oui, exiger la vérité. Et pour Ouais. moi, ça pose la question, c'est est-ce qu'on est propriétaire de son conjoint ? Ouais, oui. On doit tout exiger de lui. Est-ce qu'on doit l'interdire son jardin secret ? Est-ce qu'on ne doit pas lui laisser cet espace de liberté de dire ou de ne pas dire ce qu'il veut ? Effectivement. Et ce mensonge-là, pour moi, il renvoie plus à l'excès d'autorité de celui qui exige la vérité qu'à la duplicité de celui qui la cache. Oui, oui, oui. Enfin, elle est induite, effectivement, mais c'est une réaction de protection, de survie, effectivement. Et je fais notamment des préparations au mariage. Ah, d'accord. Préparations laïques. Et je dis, il y a une question fondamentale à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord pour votre conjoint ait un code secret sur son téléphone ? Oui, 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 un jardin secret, bien sûr. Bien sûr. Si c'est non, ça va être très Oui, oui. au secret, ça va être quand même très compliqué. Mais il y a des Tout gens à fait. qui pensent pouvoir le faire. Et la plupart des gens aujourd'hui, Mais en tout, effectivement, il faut pouvoir avoir un jardin. en tout cas, oui, ce que vous dites, c'est que ça renvoie à un rapport de pouvoir, effectivement, de domination, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres cas de figure ? Parce que moi, je vais me trouver terre à terre, je vais prendre deux cas de figure. Avant, je vais vous laisser encore la parole, deux prises. Ah, il y avait Pascal aussi. Pascal, est-ce que galamment vous cédez voilà. Bon, vous n'avez pas le choix. Parce que... Allez. Prêcher le faux pour avoir le vrai. Je pense dans les interrogatoires, je sais pas, Oui, je oui, fais oui. pas partie de ce milieu-là, mais prêcher vraiment le faux, il faut Oui. mentir quelque part, mais induire la personne pour arriver à la faire... Oui, oui, tout à fait. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est... Oui, alors dans ce cas-là, effectivement, c'est presque le mensonge professionnel de l'interrogateur dans le cas de l'interrogatoire. Ah oui, oui, tout à fait. Ah, ben je vais un peu y venir justement à ce cas de figure. En fait, ils vous disent qu'ils mentent jamais, mais ils disent jamais la vérité. Ah voilà, donc oui, donc c'est un entre-deux qui est problématique. Mais en tout cas, il y a l'idée de produire un effet qui soit favorable. Alors, cas d'un interrogatoire de police, c'est pour produire une vérité, pour faire la lumière sur un fait, sur une affaire. C'est un cas tout à fait spécifique qui sort de la relation interpersonnelle, je dirais, qui est de l'ordre de la confiance et qui renvoie plutôt à une procédure qui, si on en est à un interrogatoire, c'est souvent, c'est pas qu'une procédure pénale, mais enfin, c'est souvent qu'on est dans une procédure judiciaire en tant que telle. On sort du domaine strictement moral pour entrer dans le domaine politico-judiciaire, mais pardon, oui, politico, non. Ça peut être politico-judiciaire, mais policier et judiciaire, qui n'est pas le domaine uniquement moral, mais oui, qui concerne aussi, bien sûr, oui, et puis il y a la politique en tant que telle, le mensonge en politique. Mais pour l'instant, je laisse cette question de côté, et je me centre, je dirais, sur la relation, mais votre remarque est tout à fait judicieuse, morale interpersonnelle. Madame, vous vouliez dire quelque chose ? Il y a un cas de figure qui peut être je cache quelqu'un. On est effectivement dans la protection. Alors,
Pour synthétiser les choses, pour qu'on soit d'accord, alors je trouve que voilà, on est sur la protection, avec un cas particulier, c'est Marie-Claude ? Ah, pas encore, Béatrice. Béatrice, pardon. Il y avait une Marie-Claude ou j'ai rêvé ? Marie-Paul. Tant pour moi. Vous n'êtes pas encore Marie-Paul. Vous êtes encore Béatrice. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Avec ce cas particulier de la procédure de l'interrogatoire, qui sort des relations gérées interpersonnelles, mais qui concerne aussi la question du mensonge utile. Et qui n'est pas simplement utile parce qu'égoïste, mais qui est utile pour une bonne cause, qui est supposée être la cause de la justice. Alors, pour synthétiser, une définition du mensonge, et puis après, je prends 2 cas de figure qui vont nous permettre peut-être d'aller vers un paradoxe. Si on voulait synthétiser notre réflexion sur le mensonge, on pourrait dire qu'il y a donc une différence entre la vérité et l'erreur et la sincérité et le mensonge. La vérité et l'erreur, c'est de dire quelque chose qui correspond à la réalité. Je vais vous distribuer tout à l'heure un texte que vous pourrez prendre avec vous, bien sûr, et vous avez une définition célèbre de la vérité qui est donnée par Thomas d'Aquin, qui est la vérité, c'est l'adéquation de adequatio rei et intellectus, c'est-à-dire de la chose et de l'intellect, c'est l'adéquation du jugement, on pourrait dire, avec la réalité. Dire la vérité, c'est énoncer un jugement conforme à la réalité des faits. Dire une chose qui est fausse, qui est une erreur, c'est énoncer un jugement qui n'est pas conforme, soit à la réalité des faits, soit à ce que vous ressentez, bref, qui n'est pas conforme à ce qui est. Ça, c'est la vérité ou l'erreur. Le mensonge, c'est autre chose. Le mensonge, c'est ce qu'on appelle la duplicité. La duplicité, c'est avoir le cœur double, avoir une chose à l'esprit et une autre à la bouche. C'est plus précisément le fait de dire le contraire de ce qu'on pense être vrai. On peut partir de cette définition du mensonge comme définition unitaire. On reverra des cas de figure que j'ai énoncés. Moi, je vais commencer par un exemple, vous allez voir, qui est un classique. Mais on peut partir de cette définition. Le mensonge, définition unitaire, c'est dire le contraire de ce qu'on pense être vrai. Et j'ajouterais, dans l'intention de tromper. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'il y a des paradoxes. Il y a un exemple qui est pris par Augustin, toujours lui. Augustin nous dit, admettons qu'il y ait quelqu'un qui soit perdu, qui demande son chemin. Il y a 2 routes possibles. Il y a 2 routes possibles, la personne hésite et vous interroge. Et vous avez la réputation d'être, je suis désolé pour vous, d'être une menteuse ou un menteur. Donc vous savez que, a priori, ce que vous allez dire ne va pas être cru, on va penser le contraire. Et donc, si sur l'une des 2 routes, il y a des brigands, et que vous voulez qu'il n'arrive pas malheur à ces personnes, et si vous savez que vous allez être pris pour un menteur ou une menteuse, quand elle vous demande quel est le chemin le plus sûr, vous allez désigner le chemin où il y a des brigands. Parce que la personne va se dire, il me ment, elle me ment, je vais prendre l'autre, et oui, c'est le bon chemin. Ça veut dire que vous avez menti pour protéger quelqu'un, non pas pour le tromper, mais pour faire le contraire de le tromper. Et à l'inverse, pour prendre le même cas de figure, il y a 2 chemins, il y a des brigands sur un chemin, vous êtes conçu comme un menteur, une menteuse, on vous pose la question, quel est le chemin le plus sûr ? Et vous savez que vous êtes pris pour une menteuse ou un menteur, et vous désignez le bon chemin, et vous dites, c'est sur ce chemin qu'il faut aller, parce que c'est le plus sûr. Les personnes vont prendre l'autre chemin, et donc, dans un cas, vous avez menti pour sauver les personnes, pour ne pas les induire en erreur, et dans un autre cas, vous leur avez dit la vérité, mais dans le but de les tromper. Donc, le mensonge, c'est 2 choses. C'est dire le contraire de ce qu'on pense être vrai, dans l'intention de tromper. Dire le contraire de ce qu'on pense être vrai, dans l'intention de tromper. C'est pour ça que c'est une intention qui est problématique moralement, parce que si c'était juste dire le contraire de ce qu'on pense être vrai, pour justement sauver quelqu'un, ou pour ne pas l'induire en erreur, ou pour l'orienter vers la vérité, ce serait différent.
Donc, on peut partir sur ces deux caractéristiques du mensonge. Alors, moi, je prends un cas de figure qui est un classique. Vous allez me dire que je joue un peu sur du velours. C'est un peu facile de... C'est le cas de l'infidélité amoureuse. Pourquoi est-ce que je le prends? Parce qu'avant d'aller sur des exemples peut-être un peu plus difficiles, qui sont des exemples relatifs à la médecine, au cas de la santé, de ce qu'on peut dire, comment il faut le dire, etc., c'est l'exemple qui est peut-être le plus parlant. Admettons qu'il y ait un couple, que l'une des personnes ait commis une infidélité, je simplifie, une journée pendant un après-midi, que l'autre personne ait des doutes depuis déjà un petit moment, qu'elle ait essayé de joindre cette autre personne, que l'autre personne n'ait pas répondu. La personne a des doutes, a une suspicion, ça fait déjà un petit moment qu'elle s'interroge. L'autre rentre à la maison, au domicile, et la personne qui a des doutes se pose la question, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Est-ce que tu ne vois pas quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas une relation avec quelqu'un, etc. Si on veut plaider pour le mensonge, j'allais dire, je vais faire un peu comme vous, je vais plaider pour le mensonge, d'un point de vue moral. Je vais dire quel est l'intérêt de dire la vérité. Et puis même, d'un point de vue moral, pas simplement l'intérêt d'un point de vue égoïste. Si vous dites la vérité à cette personne est très sensible, si vous savez qu'elle ne pourra pas l'endurer, ou que ça va être extrêmement dur, que vous pouvez la meurtrir psychologiquement, vous avez le désir de la protéger, donc c'est une bonne intention. Et si vous formez une relation qui par ailleurs est belle et que vous avez fait une erreur, qui est une incartade, vous pouvez vous dire que pour sauver la beauté de votre relation, qui est une belle relation, pour préserver la sensibilité, l'intégrité psychique de la personne que vous aimez, qui mérite le respect, et pour préserver l'amour que vous avez pour cette personne et que vous voulez voir perdurer, tout l'intérêt est du côté du mensonge. On est d'accord ou pas? Ah oui, mais d'accord, mais enfin moi j'ai plaidé pour le mensonge, mais il y a quand même un problème. Quel est le problème? Si on voulait formuler le problème d'un point de vue moral, parce que là je viens de... Ah, est-ce que je vous ai convaincu? Là, tout le monde est convaincu? Tout le monde est convaincu par ce que je viens de dire là. Tout le monde ne va pas de... Ah, écoute... Ah bon? C'est une exception, c'est la règle de l'exception. Alors, c'est la règle... L'intégrité... Alors attendez, Béatrice, l'intégrité de l'être qui n'est pas respectée pour vous. De quel être? Déjà, il y a celui qui parle. Attendez, pas en même temps, et je vous donne la parole, madame. Moi, je pense que c'est l'intégrité en premier lieu pour celui qui va mentir, qui ment. Déjà, oui, bon, ça c'est un intérêt égoïste, bien sûr, la personne veut... Et l'autre personne, non, mais la relation n'est pas bonne. Moi, je suis désolée. Ah, voilà, la relation est faussée. Oui, alors, pourquoi... Deuxième exemple, la relation est faussée. La relation est faussée. Et madame, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je pense qu'on prive l'autre de la vérité, donc elle vit aussi dans un certain Alors, mensonge. est-ce qu'on prive l'autre de la vérité, ou en tout cas, on ne lui donne pas droit à la sincérité parce que... Pas la vie que... Pardon? Il faut être sincère. Celui qui reçoit ça, il le reçoit à sa façon. Soit il lui pardonne, soit il lui rend 10 fois la monnaie de sa vie. Oui, oui. Soit le Ah. complet. D'accord, ok, très bien. Je la protège quelque part, il se donne Attendez. un peu non, Mais pas de mensonge. celui qui se dit je la protège quelque part, il se donne un peu le beau rôle aussi quelque part. Il se glorifie un peu. Il se glorifie, il ou elle, la personne. Ne genrons pas trop, il n'y a pas que les hommes. Écoutez, être... voilà, d'accord. Attendez, juste un instant. Donc, j'ai entendu l'intégrité, j'ai entendu le fait que la relation est faussée, j'ai entendu le fait qu'il y a peut-être un égoïsme implicite. Et, je pense et qu'il ne après... se protège pas lui, il protège pas l'autre, il se protège lui. Il se protège lui. Vous rejoignez effectivement l'idée qu'il y a un égoïsme implicite. Alors il y a une très belle formule sur l'amour, on dit, c'est Balzac qui dit ça dans Un curé de campagne, l'amour c'est peut-être un égoïsme à deux. Mais là, c'est un égoïsme tout seul peut-être. Alors Marc-Antoine et puis... Dans l'exemple que tu donnais, c'était une incartade. Alors moi j'ai pris, pour plaider vraiment pour le mensonge, pour mettre tout le poids du côté du mensonge, j'ai fait exprès de prendre effectivement l'incartade. Parce que la récurrence... La récurrence c'est autre chose. Oui. Parce que s'il y a une erreur en Oui, oui. 40 ans, Oui, d'accord. imaginons, Une erreur en 40 ans. Un contexte. Est-ce qu'il faut tout balancer pour ça? au risque que ça rupte. Oui, oui.
Tu réfléchis. Non, mais c'est pour ça que j'ai mis tout le poids du côté du mensonge, parce que ce que je vais dire, c'est qu'au final, il y a quand même un problème moral qui résiste à cette plaidoirie pour le mensonge. Mais effectivement, Marc-Antoine souligne le fait qu'il y a quand même une épaisseur de vie, une question qui est relative à la durée d'une relation. Sans doute, un acte n'a pas la même valeur s'il est commis au sein d'une relation qui est très longue, qui a été une relation de confiance. C'est pas du tout la même chose. Et la récurrence, bien sûr, de l'acte ou pas, ou son caractère, tout à fait. Il y a un problème dans ce cas-là. Si c'est chaque semaine, il y a un problème. Je confirme. Alors, madame, quel est votre prénom? Maïko. Maïko. Mais en fait, oui, justement, je voulais dire ça, c'est que si c'est un égarement, peut-être. Un égarement, oui. Je pense que c'est pas la peine de détruire un ménage. Peut-être pour cet égarement. Oui. C'est pas comme si ça dure pendant un an. Je dirais que votre argument ici, qui rejoint l'argument de Marc-Antoine, c'est de peser la valeur d'une relation et la valeur de ce qu'a été l'acte commis. C'est-à-dire que voilà, c'est une sorte de pondération et de voir si l'acte a été unique ou si c'est une récurrence, si la relation extra-conjugale s'est terminée ou si elle continue, si c'est déjà du passé ou si c'est encore du présent, etc. Si la relation est longue, si elle a été de confiance, de qualité, etc. Ou si elle est déjà vacillante, s'il y a des... Voilà. C'est tout un ensemble de choses où on entre dans une forme de pondération. Si elle est plus longue, il y a déjà un problème dans le ménage. Oui, voilà. Bon, alors après, c'est toute une question, je dirais, d'analyse généalogique, génétique de la chose. Alors, il y a Philippe et ensuite il y a Sarah. Hein. Allez-y, Philippe. Alors, je vois une grande unanimité quant au fait que la fidélité est la base de l'intégrité de chaque individu qui compose le couple. C'est quand même très conventionnel. Il faut savoir quand même qu'un couple sur deux divorce, généralement pour des problématiques d'infidélité. Parmi ceux qui restent ensemble, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'infidélité non plus. Oui, tout à fait. Oui. Et donc je me dis finalement, on a une vision très idéalisée, parce que cette fameuse incartade qu'on prend comme un cas d'école extrêmement sulfureux, c'est quand même le quotidien de 80% des couples. Et donc ça veut dire que les nouveaux couples qui arrivent au mariage sont des gens... Il faut résister, Philippe. Ce sont des gens qui ont besoin de se poser une question avant de s'engager sur une convention. Est-ce que la fidélité, ça veut dire exclusivité sexuelle? Ou est-ce que la fidélité, c'est la bonne fidélité comme un chien? Il n'y a pas plus fidèle qu'un chien, et qui renifle le cul de tous les autres chiens, mais n'empêche qu'il est fidèle à son maître. Et je pense que dans le mariage, il y a des gens, et je ne dis pas ma propre position, mais il y a des gens qui estiment que la vraie fidélité, savoir que le conjoint est celui sur lequel on va toujours pouvoir compter, qui va toujours vous aider à donner la meilleure version de vous-même, et quelqu'un qui apporte autre chose que le fait d'avoir coché la case, j'ai jamais trompé. Attendez, surtout qu'il faut quand même savoir aussi qu'après 40 ans, beaucoup de couples ne font plus l'amour. Oui, il y a... Non, mais c'est... Ça convient parfaitement à certaines personnes. Il y en a d'autres qui, malheureusement, ne peuvent pas se satisfaire de ça. Et qui sont dans le cas de... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, non, ma chérie, je ne t'ai pas trompé, mais... Évidemment, si je ne t'avais pas trompé, je serais crevé. Enfin, oui. Mais je dirais, c'est un argument qui est pragmatique, qui est fondé sur une expérience, effectivement, d'accompagnement de vie de couple. Il y a cette distinction qui existait dans le couple entre Sartre et Beauvoir, entre amour nécessaire et amour contingente. Il y avait Sarah, puis après, moi, je vais dire peut-être le problème moral qui se pose dans ce cas de figure, ce qui ne veut pas dire, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, que nous ne soyons pas dans une société qui peut-être pose des exigences à la hauteur desquelles tout le monde n'est pas ou auxquelles tout le monde n'est pas préparé, puisque ça demande une préparation, une réflexion, comme vous le dites, sur la convention de ce qu'on appelle la fidélité, etc., qui n'est pas toujours réfléchie avant de se lancer dans une relation à deux. Alors Sarah ? La personne qui ment, c'est un acte complètement égoïste parce qu'il a le beurre et l'argent du beurre, il s'est bien amusé et puis il préserve aussi son couple. Et il ne peut pas supposer ce que l'autre personne, pourquoi l'autre personne pose la question. Oui.
Et peut-être que l'autre personne pose la question parce que, par curiosité, peut-être que l'autre personne songe au polyamour, par exemple, et lui, de son côté, il a aussi quelqu'un. Finalement, en fait, ils pourraient s'avouer leurs relations multiples et ça. La personne qui pose la question, il a quand même, pour moi, le droit d'avoir la vérité. Alors, effectivement, c'est ce que je vais dire. C'est une façon comment dirais-je, de pointer la limite de ce qui peut être dit en faveur du mensonge dans ce cas de figure. Puis après, je vais prendre un autre cas de figure vraiment emblématique aussi. C'est que même si on place tout l'intérêt du côté du mensonge, votre intérêt à vous, si c'est vous qui avez trompé la personne, évidemment, l'intérêt de la relation, qui est peut-être belle, et voilà, et l'intérêt de la personne, qui peut-être serait meurtrie, profondément déstabilisée par l'aveu de l'infidélité qu'elle suppose, quand elle pose la question, même si tout l'intérêt est du côté du mensonge, en fait, le problème moral, la question morale se pose toujours. C'est là qu'on voit la différence entre une question morale et une question d'intérêt. Même si tout l'intérêt, un intérêt même sensible, affectif, compatissant pour l'autre, est du côté du mensonge, la question morale se pose toujours. Cette question morale, elle repose sur la notion qui fonde généralement une relation affective, sentimentale, amicale, pas simplement aussi amoureuse, mais là on est dans le cas d'une relation amoureuse, qui est la confiance. Si cette personne vous pose la question, et si elle vous pose une question qui est importante pour elle, qui n'est pas anodine, badine, mais qu'elle vous pose cette question comme étant une question importante et qu'elle vous fait confiance, parce qu'elle considère que la relation repose sur la confiance, le problème moral, c'est avez-vous le droit de trahir la confiance qui est, je dirais, le fondement, le ciment de votre relation, en tout cas supposément, et avez-vous le droit de ne pas respecter les attentes de l'autre dont vous savez qu'elles existent et dont vous savez, d'une certaine façon, qu'elles font partie de ce qu'elle considérait comme des valeurs importantes pour elle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les questions de morale et les questions d'intérêt. Alors, je sais que je ne peux pas donner exclusivement la parole à vous. Vous supposez simplement que tout le monde veut la vérité. Or, je peux vous donner beaucoup d'exemples dans ma pratique que les gens ne la souhaitent pas. Dans un couple, Non, je ne suppose pas. Je prenais un cas de figure où la question est posée. C'est justement parce que je ne suppose pas... Moi, je connais une dame qui a reproché à son mari d'un jour, leur dit, écoute, on ne fait pas l'amour depuis 10 ans, évidemment, j'ai une maîtresse, et maintenant c'est intenable, je veux que tu le saches. Et ils sont venus en thérapie, et elle m'a dit, parce que je ne reproche pas à mon mari d'avoir fait ça, je reproche de m'en avoir parlé. Oui, mais Philippe, là, c'est pas un problème moral, là, puisque justement, il l'a dit. Là, on pose une question morale relative à la question du mensonge. Parce que là, il dit, c'est le contraire du mensonge, c'est un aveu. Donc, la différence entre, je dirais, ce qui va dans le sens, même si je trouve effectivement que l'exemple est très intéressant sur la vie de couple, c'est que même si tout l'intérêt est du côté du mensonge, la question morale se pose toujours. Ai-je le droit de trahir la confiance qu'une personne a mise en moi? Et est-ce que le mensonge que je fais, si je mens, n'est pas, d'une certaine façon, tromper une deuxième fois la personne, sachant qu'elle attend de moi quelque chose qui est de l'ordre de la sincérité. C'est plutôt ça le problème moral, qui n'exclut pas d'autres problèmes de couple qui sont tout à fait fondamentaux et qui s'opposent dans d'autres cas de figure, bien sûr. Oui. Moi, je me pose la question, dans le cadre d'un couple, qu'est-ce qui est plus grave est-ce que c'est d'avoir été trompé ou qu'on n'ait pas eu la vérité? Enfin, vous voyez, où est l'échelle? Oui, mais justement, pour moi, il y a double trahison. Ah oui, pour moi, il faut... voilà, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est le risque, c'est voilà. Mais oui, moi, allez-y. Il peut, regardez, ça va loin, il peut me tromper qu'une fois en adultère. Oui. Par contre, il peut me mentir plus souvent. Il peut me mentir plus souvent. Vous voyez ce que oui, je veux dire? Tout à fait. Le mensonge, pour moi, ça prend tout. D'accord, mais alors c'est une question, c'est la question de la confiance et c'est la question de la position de la question. C'est la question vous est posée. Si la question ne vous est pas posée, vous n'avez pas à mentir. Mais si la personne vous regarde droit dans les yeux, a confiance en vous et vous pose la question, sachant que ça lui importe, ça, c'est autre chose. Alors, je passe à un autre cas de figure parce que je trouve qu'il permet aussi je
de changer un petit peu de registre. Alors, vous allez me dire, c'est des exemples qui peuvent paraître un peu sinistres, un peu lugubres à chaque fois, mais la question du mensonge, c'est une question qui concerne quand même des cas de figure aussi qui renvoient à des questions importantes de la vie. C'est la question du problème médical. Et moi, je vous demande de vous mettre à la place du médecin, d'une certaine façon. Vous avez un diagnostic qui est, admettons, sur quelqu'un qui est pessimiste, ou très pessimiste. Et vous avez un ordre statistique d'évaluation des chances de rémission, dont vous connaissez la statistique, qui est mauvaise. Et si on vous demande la statistique, vous pouvez la donner. Statistiquement, il y a un nombre de chances, étant donné la situation, voilà, il faut se préparer ou pas. Bon. Et la personne, le patient, je ne parle pas de la famille, le patient, la patiente, demande au médecin quel est son état, et il y a une obligation d'information de la part du médecin, mais il y a un autre impératif du médecin, c'est de tout faire pour sauver son malade. Et si il lui dit le problème dans toute son étendue, comment dirais-je, s'il est entièrement sincère sur les chances a priori de rémission qui sont peut-être très mauvaises, s'il lui dit la vérité pleine et entière, il peut nuire aux capacités de rémission peut-être du malade. Ça ne veut pas dire qu'il faut le leurrer, ça veut dire que peut-être, en ne lui disant pas toute la vérité sur son état, il peut peut-être favoriser, optimiser, puisque c'est quand même le but de l'art médical, et l'engagement moral envers le médecin, c'est à la fois un devoir d'information, mais aussi un devoir de tout faire pour sauver la personne ou d'agir en vue de sa guérison. Est-ce qu'il n'y a pas ici un dilemme moral? Et comment on fait entre, d'un côté, je dirais, le devoir de sincérité qu'on a envers quelqu'un qui nous pose la question sur sa vie, pour peut-être se préparer dans le temps de vie qui lui reste, en espérant qu'il puisse être prolongé, et de l'autre côté, l'impératif de peut-être ne pas tout lui dire, puisque ça peut optimiser sa rémission et donc proroger la vie qui est si importante pour lui. Alors comment on fait pour choisir là? Vas-y Béatrice. Je vais dans votre sens. J'ai un cas typique, ça m'a toujours marqué. Je suis une ancienne infirmière de réanimation. On a eu le cas d'un jeune 20 ans. Bon, 3 réanimateurs s'en sont occupés. Et je vais vous dire pourquoi je suis allée jusqu'au bout. Je l'ai revu 10 ans après et j'ai revu les parents et j'ai posé la question. J'étais présente. 3 médecins, 21, gamin sportif et tout. Le premier dit il est costaud. Et il a été dans un état, ça veut dire de décérébration, un état végétatif. Il allait devenir dans un état végétatif. Il risquait de mourir, hein. Il était dans le coma. D'accord, dans ok. un état végétatif, donc oui. Dans le coma. Le premier dit oh, il est costaud, il est fort, il va s'en sortir, mais optimiste. Alors les parents, oui. La semaine d'après arrive le second. Le médecin qui dit non, là, il a des signes de décérébration, c'est gravissime. Décérébration. Arrive la troisième semaine. Je l'aime beaucoup ce médecin, mais bon, il est décédé depuis, le pauvre. Mais... Et lui, il dit écoutez, je ne me prononce pas. Mais qu'est-ce que vous auriez envie? Alors, il dit on le veut envie. Bon, donnez-vous les moyens de répondre à ce que les parents avaient envie. Donc, parlez-lui, faites ce qu'il faut avec, parlez. Vous voyez, comme si, voilà, amener un peu de vie à cet enfant. Et par quel miracle, ne me demandez pas, 3 semaines, ce gamin est sorti de son coma et tout, donc il est parti dans les soins. Mais le troisième n'a pas pris position. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je donne de l'eau à votre moulin là. Parce que, mais vous-même vous êtes plus subtil que moi parce que il sort du dilemme, il laisse la main. Voilà. D'accord. Ça c'est encore autre chose. En fait, le gamin est sorti. J'ai revu les parents et je leur ai dit. Bon je vous laisse faire l'atelier, venez Béatrice. Mais il leur a demandé quelles sont. Et en fait, ils ont aimé la position du troisième qui ne s'est pas prononcé. D'accord. Oui, il n'a pas préjugé de ce qui allait être. Voilà. Il a laissé. Et madame, vous vouliez dire quelque chose et après il y a Louze. J'étais infirmière aussi. Alors je voulais dire, justement, c'était le troisième médecin qui a raison. Bon, parce qu'on ne peut pas. Le malade demande toujours bon, docteur, est-ce que c'est grave? Bon, oui. En général, c'est grave. Mais entre le moment où il demande au médecin de savoir si c'est grave et le fait de lui dire oui, vous allez mourir demain, la marque, il y a un silence important. Oui, mais en même temps, si je puis me permettre, mais pour le plaisir quand même de la discussion, si le médecin est convaincu qu'il lui reste peu de temps, et sachant que quand il nous reste peu de temps, on fait des choses que peut-être on n'avait pas faites, on revoit des gens qu'on n'aurait pas revus, est-ce qu'il n'est... Vous voyez, est-ce qu'il ne doit pas lui dire en son âme et conscience, écoutez, au moins de mon point de vue, en relativisant, d'après les données que j'ai, etc., il vous reste peu de temps. Parce que dans ce cas-là,
c'est important pour vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais, parce que dans l'exemple de Béatrice, le patient n'est plus conscient. Donc il ne pose pas la question. Vous voyez, on se prononce ou pas sur lui, mais j'irais de l'extérieur puisque lui-même n'assiste pas. Le cas où on demande, où la personne demande, c'est encore un cas différent parce que vous êtes les yeux dans les yeux et puis voilà. Et Luz, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'était une chose similaire mais avec un cas personnel. Oui. De mon père, il avait quelques mois à vivre. Oui. Et moi, j'ai demandé comme un favor personnel au docteur de ne pas le dire combien de temps il avait. Ah, vous avez demandé au docteur de ne pas dire à votre papa? Et mon D'accord. père, qui était aussi un philosophe, je savais comment fonctionnaient les choses. Et il a suivi ça, il a bien fait, il a fait un traitement, il a parlé du traitement, que les pas suivants et tout, sans dire, et vous savez que... D'accord. Et votre papa n'a pas demandé? Il n'a pas demandé. C'est peut-être qu'il ne voulait pas aussi savoir, donc c'est le cas où... Mais la semaine d'après, il est venu un autre docteur, la même situation. Et il l'a dit directement. Ah bon, d'accord. Ah oui, il l'a dit, ouais. Et je pense que c'était ça qui a tout changé, parce qu'il était mort très vite après, d'accord. Une semaine après. Oui, ben, c'est-à-dire qu'il participe malheureusement, en disant ce qu'il pense être vrai, à la dynamique, c'est la prophétie autoréalisatrice, quoi. C'est-à-dire en l'énonçant, on participe à la dynamique qu'il a fait se réaliser. Alors après ces deux exemples, et Pascal, vous serez prioritaire pour la prochaine prise de parole, après avoir pris ces deux exemples, le premier n'était pas forcément plus léger que le deuxième, de l'infidélité amoureuse et le cas de la santé et l'enjeu vital. Peut-être un autre cas de figure qui va nous permettre de creuser un peu cette question vraiment très ambiguë du mensonge. Est-ce qu'on peut se mentir à soi-même et oui, d'accord, mais expliquez-moi ce paradoxe, parce que vous êtes à la fois la personne qui ment et la personne à qui vous mentez. Alors comment ça peut marcher, ça? Parce que c'est un mal-être, possible. C'est un mal-être? Enfin, je pense. Non, pas forcément. Non. Pas forcément. C'est un dilemme avec ses propres intuitions, c'est un combat avec soi-même. Alors il y a l'idée de quelque chose qui nous insupporte. Alors ça veut dire que c'est ça que vous voulez dire, quelque chose qui on est trop mal pourquoi? Pour faire face à certaines choses? Voilà, je pense, on se sent pas bien pour faire ce genre de choses, enfin il me semble. Alors effectivement, c'est pas forcément... Ah oui, on ne se sent pas bien, oui, effectivement. Parce que si on avait comment dirais-je... Pourquoi mentir? Oui, on se regarderait en face. Oui. Non, mais si je me mens, je sais que je me suis menti. Voilà, si je me mens, est-ce que je ne sais pas que... Pardon. On se déguise, je sais pas. Oui, ça c'est un déguisement, je vois ce que vous voulez dire. Mais en tout cas, le paradoxe est posé et l'une des raisons d'être du mensonge à soi-même, c'est, vous le disiez, le caractère insupportable de ça. Ah, d'accord. Dites-moi. Se mentir à soi-même, je ne suis pas sûre qu'on ait conscience. Ah ben voilà. C'est peut-être pour ça que c'est possible. La petite voix qui dit au fond de soi, effectivement, tu es en train de te mentir et foncer quand même dans ce mensonge à soi-même, quoi. Je veux dire, c'est un combat. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. D'accord. Un combat entre soi et soi. D'accord. Il y a une conflictualité. Il y a un conflit intérieur et une partie qui veut voir et une autre qui ne veut pas voir. Ouais. C'est ça, ok. Sarah et après Philippe. Bah, si on reprend la définition du mensonge qu'on a posée tout à l'heure, oui. Ça marche pas, quoi, parce que si c'est dans le contraire de ce que l'on pense être vrai. Dans l'intention de... On peut pas, parce que on peut pas se mentir à soi-même, parce qu'il n'y a pas de... Ah bon, mais attendez, je vous prends un exemple. Vous êtes chez vous, et puis vous rentrez d'une réunion de famille, et vous racontez les choses, ou vous racontez avec, je sais pas, la personne avec qui vous vivez, comment ça s'est passé, qui n'était pas là, et vous dites, bah, finalement, ça s'est plutôt pas mal passé, je pense que j'ai brillé au déjeuner, c'était pas mal, on m'a posé des questions, et puis en fait, c'est pas du tout ça. Donc vous pouvez aussi énoncer à vous-même et à l'autre, en vous parlant à vous-même, des choses qui sont À qui je parle à l'autre.
un garçon qui a une trentaine d'années, qui est un trafiquant de drogue marseillais, qui a trouvé utile de tuer un de ses concurrents, et ça fait 20 ans de prison. Et il m'explique ça de manière extrêmement chevaleresque. Il m'explique, vous prenez ce salaud, il voulait faire ci, il voulait faire là, et donc moi, et il a fait le justicier, et je l'ai laissé parler, je ne l'ai pas du tout interrompu, parce que c'est pour la portée du trouble, c'est pour toi d'essayer d'aider les gens à aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont à dire. Et finalement, je lui ai fait toucher du doigt que finalement il avait fait à l'autre ce qu'il ne voulait pas que l'autre lui fasse. Et que finalement, il parlait de toute la gloire d'un chevalier qui s'était défendu, son clan contre le clan adverse, etc. Et je l'ai laissé avec des questions. Et le fois d'après, quand je l'ai retrouvé, il m'a dit vous avez raison. En fait, je me suis menti à moi-même. Je me rends compte que si je suis ici, c'est parce que c'est ma faute. Je peux en vouloir à personne. C'est un beau travail de maïeutique, comme on dit, c'est-à-dire en philosophie, le fait de poser des questions qui vont faire que... Ah voilà. Ben... Ouais, ouais. Mais je dis maïeutique, pourquoi? Parce que à l'empowerment, j'aime bien aussi, parce que ça renvoie à l'idée aussi de reprendre une forme de, si ce n'est de maîtrise, au moins de se reprendre en main. Mais je parlais de maïeutique parce que maïeuein en grec ça veut dire accoucher, et Socrate disait souvent qu'il faisait le même métier que sa maman, et sa maman était sage-femme. Et alors ses disciples étaient parfois surpris, mais il disait de même que ma mère faisait accoucher les corps, moi je fais accoucher les esprits de la vérité qu'ils portent en eux d'une certaine façon. Donc il y a ce beau travail que vous avez fait de maïeutique. Il y avait quelqu'un d'autre qui levait la main. Oui, d'accord. Allez-y, Béatrice. Je pensais aussi aux fausses croyances, j'explique. On voyait ça peut-être autrefois, peut-être qu'on le voit encore, pour faire plaisir aux parents comme ça, l'aîné, tu seras, je dis n'importe quoi. Oui, oui. Pas prêtre, oui. Tiens, oui. Prêtre, alors que ce n'est pas leur vocation, donc ils passent leur vie à mentir. Alors ils peuvent tomber dans la défiance ou autre, peu importe, mais ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes, c'est une fausse croyance, je ne sais pas. Comment on pourrait appeler ça, des fausses croyances? Je ne sais même pas. Dans le côté sacré de la chose. Oui, tout à fait. Alors, c'est très intéressant parce que... Oui, tout à fait. Philippe a parlé, je dirais, du fait de se raconter une histoire à soi-même, d'un narratif, d'une façon, en l'occurrence, valorisante, de maquiller des choses qui, en fait, renvoient à la culpabilité. Et vous parlez de l'autoconviction, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un conditionnement, et vous voulez répondre à cette injonction, et vous vous convainquez vous-même que finalement, oui, c'est votre voie. Il y a une autre notion que j'aimerais vous soumettre, vous allez me dire si c'est vrai, c'est qu'il y a une différence entre se mentir à soi-même et le déni. C'est pas évident a priori, parce que le déni, je dirais, c'est plutôt de l'ordre de l'inconscient. L'inconscient au sens fort. On est dans le déni de réalité, ça peut aller jusqu'au déni de grossesse, face à des faits qui sont, qui induisent même une réponse du corps qui joue le jeu de ce déni. Le mensonge à soi-même, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est peut-être un peu plus subtil. Il y a une duplicité dans le mensonge à soi-même. Pardon ? Il n'y a pas de duplicité. Alors il n'y a pas de duplicité, non. Alors il y a une dualité, puisqu'on est à la fois le menteur et la personne à qui on ment, mais c'est peut-être pas une duplicité morale, c'est plutôt de l'ordre de la dualité. Et c'est plutôt la catégorie de l'inavoué. On ne s'avoue pas à soi-même quelque chose. Je prends un exemple, vous êtes en position de recruter quelqu'un, vous recevez plusieurs dossiers, vous faites des entretiens, et puis vous croisez un collègue et il vous dit, ou une collègue qui vous dit, alors qu'est-ce que tu as choisi? Et vous dites, j'ai pas encore décidé. Et la personne vous regarde dans les yeux et dit, mais si tu as déjà choisi. Si tu t'avoues les choses, tu as déjà décidé. Parce que vous allez suivre une procédure, vous allez vous replonger dans les dossiers, vous allez faire un compte-rendu objectif pour motiver, je sais pas, auprès de votre hiérarchie la décision que vous avez prise. Mais en fait, vous avez déjà choisi, si vous vous avouez les choses à vous-même. Donc, le mensonge à soi-même par rapport au déni, c'est la catégorie aussi de l'inavoué, c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. C'est-à-dire que, bon, vous êtes de mauvaise foi, vous pouvez être de mauvaise foi avec les autres, vous pouvez être de mauvaise foi avec vous-même, d'une certaine façon. Alors, après, ça peut être une façon de... je ne sais pas, pour son estime de soi, par exemple, vous avez vécu une relation très difficile avec quelqu'un, comment dire,
qui probablement, quand il vous a connu, a très certainement vu fortement son intérêt ou pécunier. Vous avez vraiment cru à cette histoire d'amour, vous voyez. Et après, alors ça peut être effectivement une personne qui a une personnalité perverse, narcissique, ouais. Mais vous avez vraiment énormément investi de vous-même dans cette relation. Avec du recul, vous allez essayer de ne voir finalement que ce qu'il y avait de beau dans cette relation, alors qu'elle a été horrible. Ouais, mais vous allez essayer, parce que vous étiez amoureuse, et vous allez vous convaincre, vous allez vous dire, bah si, forcément, il m'a aimé quand même. Oui, oui. Alors que c'est pour éviter, c'est une forme de cécité volontaire, ou d'autres. C'est pour éviter la désillusion. Ça me fait penser. Ouais. C'est aussi des fois pour éviter l'effondrement. C'est pour éviter cette question de survie, effectivement. Effectivement, on retombe sur des questions se protéger, survivre psychiquement, ne pas faire face à une vérité qui est trop traumatique peut-être, qui doit être refoulée, etc. Ça, ce sont des mécanismes du coup inconscients. Mais ça me fait penser à une phrase de Nietzsche qui disait ça à propos notamment de l'art grec: nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. C'est-à-dire que la vérité est dure, elle est douloureuse, notre vie est celle d'être mortel. Et Nietzsche disait ça de l'art grec parce que l'art grec renvoie à la religion grecque, la mythologie grecque, qui a ceci vraiment de spécifique parmi toutes les cultures du monde, d'avoir donné une représentation intégralement anthropomorphe des dieux. Ils ne sont pas mi-dieux, mi-animaux, ils sont intégralement humains de forme, intégralement anthropomorphes, ce qui est incroyable. Et la thèse de Nietzsche, c'est que les Grecs avaient senti douloureusement le poids de la vie et comment dirais-je, le caractère fugace de l'existence. Et donc, ils avaient ressenti la nécessité d'idéaliser la vie, la force de vie à travers des figures d'immortalité que sont les dieux, qui étaient à la fois une peinture d'eux-mêmes et en même temps une peinture sublimée, pour relancer en eux le désir de vivre. Ils avaient fait de leurs dieux de grands vivants. On parlait de sexualité tout à l'heure. Effectivement, les dieux n'ont pas des normes morales qui correspondent à nos normes actuelles. Ce sont de grands vivants. Et on parle souvent du rire des dieux homériques, etc. Donc il y a cette illusion qui peut être salutaire dans l'art, dans la représentation esthétique, pour relancer notre désir de vivre, pour ne peut-être pas voir la banalité de la vie telle qu'elle est, son caractère désenchanté aussi. Donc, et ça concerne à la fois les événements que nous on vit, notre passé, et puis la réalité elle-même, le regard qu'on peut jeter sur le monde. Toute illusion esthétique, ou toute, comment dirais-je, toute création esthétique, même si elle idéalise la réalité, n'est pas un mensonge vain, d'une certaine façon. Béatrice. Je me suis pris mais justement, je suis d'accord avec Nietzsche. Ah bon? Je trouve que c'est un art de mentir. C'est un art de mentir. C'est une forme, à la fois elle peut être théâtrale, il y a des masques, il y a des choses, moi je ne sais pas, je le sens les gens s'ils mentent ou pas. D'accord. C'est vrai. Ah, mais est-ce que vous êtes vraiment tombé sur de grands menteurs, de grandes menteuses? Parce que vous les sentez, mais il y a un film Peut-être parce que je sais mentir aussi. Ah, parce que vous savez mentir. Non, mais je peux me poser la question, vous voyez. Mais il y a un film qui s'appelle un héros. On a la réponse. Mais il y a c'est un art. Il y a tout à fait, mais ça me fait penser, il y a un film qui s'appelle Un héros très discret avec Mathieu Kassovitz, et en fait il s'invente une vie de résistant, et tellement bien qu'il finit par convaincre autour de lui, et finalement d'une certaine façon. Le père avec le fils. Oui, tout à fait. Mais là, tout à fait. Alors là, c'est un art qui est destiné à protéger toujours. Mais j'allais vous dire, il y a effectivement des arguments contre le mensonge et qui renvoient un peu à ce que Philippe a dit tout à l'heure. Il y a un argument de Kant très célèbre contre le mensonge qui dit, alors je ne sais pas si c'est vous Philippe qui l'avez dit ou si c'est vous Sarah qui l'avez dit. Je crois que c'est vous Sarah qui l'avez dit. Il veut le beurre et l'argent du beurre et la crèmerie. Et Kant dit un peu ça du menteur, ce qui, pour Kant, qui a une vision rigoriste de la morale, on en pense ce qu'on veut, mais bon, il avait une vision cohérente et rigoriste de la morale, il dit le menteur veut l'avantage de mentir, du mensonge, mais ne veut pas qu'on lui mente. Il ne veut pas être, si vous voulez, l'objet du mensonge, puisque à ce moment-là, effectivement, on risque de lui extorquer quelque chose qui correspondrait à un intérêt qui diverge du sien. Et pour Kant, c'était le signe que le mensonge est contradictoire au sein d'une société, puisqu'une société repose sur la confiance, dans le respect du lien social, des contrats passés,
et que donc le mensonge consiste d'une certaine façon à rompre l'universalité des relations humaines. Et morale pour Kant, une action qui est universalisable, c'est-à-dire, il y a la célèbre formule de Kant, c'est faire en sorte que la maxime de ton action, c'est-à-dire ce qui inspire ton action, puisse être érigée en loi universelle. Agis sous le sceau de l'universel. Imagine, quand tu mens, que tout le monde te mente, que toute la société mente. Tu vois bien que c'est une société invivable, selon Kant. Et donc, cette société étant invivable, le mensonge n'étant pas universalisable, n'étant pas généralisable, il est contradictoire. Et donc, il est contraire à l'universalité de la morale. Puis un autre argument de Kant, c'était de dire que est morale, puisqu'on parle de moralité et de légitimité, est morale une action qui traite l'autre pas simplement comme un moyen, mais aussi toujours comme une fin. C'est-à-dire l'autre a une valeur en soi. Alors, la formule de Kant est la suivante. Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité en toi et dans la personne de tout autre, pas simplement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. Pourquoi dit-il cela? Il dit cela parce qu'on a toujours tendance à se traiter comme des moyens, à se traiter comme des instruments les uns des autres. Vous prenez un taxi, vous le traitez comme moyen de locomotion. Vous allez acheter quelque chose, le caissier, la caissière, c'est un moyen pour vous de vous pourvoir en alimentation. On pourrait même cyniquement, je ne dis pas que moi je vais jusque-là, mais cyniquement on pourrait même aller jusqu'à dire que finalement l'amitié c'est un moyen de ne pas être seul, et les relations sentimentales c'est un moyen d'être aimé, et puis c'est aussi un moyen, comment dirais-je, d'être bien dans la vie, de s'accomplir. Finalement on peut avoir une vision intégralement instrumentale de la vie humaine, où tout est même utilitariste, tout à fait. Et donc Kant dit, oui, bien sûr, on peut même faire cette lecture, mais n'oublie pas que en traitant les autres comme un moyen, ils doivent toujours aussi être considérés comme une fin, c'est-à-dire comme des personnes qui n'ont pas simplement une valeur instrumentale, mais aussi une valeur en elles-mêmes, c'est-à-dire qui sont dignes de respect. Ça, c'est l'argument de Kant contre le mensonge. Il est contraire à l'universalité des relations humaines, il n'est pas universalisable, et il est contradictoire donc, et il consiste à traiter l'autre non pas comme étant une fin, quelqu'un qui mérite d'être respecté et qui a un droit à notre sincérité, mais comme étant l'instrument dont on se sert pour d'autres intérêts. Cela étant dit, puisque je vous ai présenté un argumentaire moral, qu'arriverait-il si on était tous sincères les uns avec les autres au quotidien, dans la vie de tous les jours? Si on respectait, je dirais, le rigorisme kantien qui fait que le mensonge est contraire à l'universalité de la morale, qu'il consiste à ne pas respecter l'autre comme étant une fin et étant digne de respect, on a tendance à le traiter comme un moyen pour atteindre des intérêts. Qu'arriverait-il si on était sincère au quotidien, d'une sincérité totalement authentique? Qu'arriverait-il? Non mais je vous pose la question, est-ce que ce serait... Il y aurait des guerres, hein. Il y aurait des guerres. Des guerres, des conflits? Madame? Je dirais que je ne sais pas. Vous ne savez pas? Puisqu'on ne le vit pas. On ne le vit pas. Mais justement, pourquoi ne le vit-on pas? Pourquoi y a-t-il ce qu'on appelle de l'hypocrisie? Parce qu'on ne veut pas de conflit, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre l'hypocrisie et le mensonge. Alors l'hypocrisie, ça n'est pas un mensonge en tant que tel. Vous pouvez sourire à quelqu'un, je suis très heureux de vous voir. Ça vous suggérer, ça vous dites pas un mensonge, mais bon, voilà, par votre attitude, vous êtes mensonger, inauthentique, faux. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous allez dire quelque chose qui est insincère. Ça veut dire que vous allez vous comporter d'une façon mensongère. Donc on est dans le domaine pas forcément du mensonge, mais du mensonger. Mais si on... Vous voyez pourquoi je vous pose la question? Parce que quand on nous dit une société où tout le monde mentirait serait invivable, mais là vous me dites un peu le contraire, vous me dites oui, une société où on serait entièrement sincère serait conflictuelle et invivable. Au début peut-être seulement. Ah, au début peut-être, je ne sais pas. Il y a peut-être déjà des utopies, enfin, des mini-groupes là, qui fonctionnent. Sur la sincérité... Le Bhoutan, il fonctionne comme... Le Bhoutan, est-ce que le Bhoutan met en place une sincérité pleine et entière? Mais vous voyez que peut-être ce qui pour Kant est dirimant et destructeur du lien social, pour d'autres penseurs fait partie du lien social. La sociabilité, elle est faite d'une part d'hypocrisie. Vous dites bonjour à des gens à qui vous n'avez pas envie de dire bonjour, mais parce que ça fait partie des relations sociales, professionnelles, etc.
Et ça a une valeur fonctionnelle aussi. Et donc, dire que, comment dirais-je, le mensonge et l'hypocrisie, la fausseté, etc., ruine le lien social, je n'en suis pas totalement sûr. Il y a une phrase de Pascal, de Blaise Pascal, qui est terrible. Alors moi, je ne souscris pas à cette phrase parce que je la trouve particulièrement dure, mais enfin, il avait le sens de la formule. Il dit la chose suivante: si chacun savait ce qu'on dit de lui, sous-entendu quand il n'y est pas, il n'y aurait pas 4 amis dans le monde. Je crois qu'il a dit aussi... Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase, Madame, votre prénom? Françoise. Je crois qu'il a dit aussi, si je ne me trompe pas, l'homme n'est ni ange ni bête, qui veut faire l'ange, fait la bête. Oui, oui. Effectivement, nous ne pouvons pas prétendre effectivement être angéliques, et ce serait une erreur de la morale que de vouloir faire de nous des êtres supra-humains. Mais en tout cas, vous voyez qu'il dit, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette phrase qui est quand même extrêmement dure, c'est-à-dire qu'en fait une part des relations humaines, y compris des relations qui sont fortes pour nous, qui sont des relations d'amitié, repose sur une part d'hypocrisie. Alors c'est un argumentaire complètement différent de la vision de Kant, qui lui a une vision rigoriste, qui considère que le mensonge est contraire, je vous l'ai dit, à l'universalité de la morale, contraire au lien de confiance qui unit les êtres humains au sein d'une société, et donc synonyme de destruction du lien social. Oui, Sarah, pardon. Et après, Lose. Ça dépend du vouloir de la personne, en fait, parce que si on prend l'exemple de quelqu'un, on croise quelqu'un qu'on n'aime pas trop, en disant ah, ça me fait plaisir de vous voir ou de te voir, c'est parce qu'on veut donner du respect à la personne en face, on veut qu'il se sente bien. Donc le vouloir, il est là, même si c'est un mensonge plus ou moins, mais... Oui, c'est pas non plus une tromperie de la personne, c'est plutôt une marque d'égard pour elle, vous voulez dire, qui fait partie de la sociabilité ordinaire, qui est une forme de fausseté, je dirais, un peu tépide, un peu tiède, un peu, voilà, bon. C'est pas faux, ah, oui, d'accord. Il y a un vouloir d'être agréable avec, oui. avec le monde. C'est une forme d'éducation. Elle est importante dans le conditionnement, la façon dont... Je crois que ça nous marque toute la vie. Oui, oui. On a une éducation assez... très stricte et... L'éducation fait que... Mais quelque part, c'est un petit peu dommage. Oui, alors non, moi je ne me prononce pas, hein, je veux dire, je vous laisse la main là-dessus. Hein, il y avait Luz et puis ensuite Madame. Moi, je me demande si les personnes à qui on ment ont une responsabilité aussi sur ce mensonge. Parce que je crois que les gens maintenant n'ont pas la capacité de supporter même des petites vérités. Ils ont une perception de soi-même, de la vie, de la société, que peut-être c'est vrai, que peut-être c'est faux, que va comme ça, et tous inclus, je crois, moi aussi, c'est difficile de supporter, de trouver une vérité qu'on ne veut pas trouver. Et oui, alors vous rejoignez Pascal aussi, puisque dans les raisons du mensonge, c'est que la vérité est utile à qui on l'a dit, puisqu'on lui... Et elle est nuisible à qui l'a dit, puisqu'on lui en veut souvent, puisque les vérités peuvent être blessantes, notamment de notre amour propre, de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, pardon. Moi, je pense que quand on est atteint, c'est qu'il y a une part de vérité en nous qui a été atteinte. Ah oui, mais il y a aussi la calomnie, la diffamation, mais je vois ce que vous voulez dire, mais on est parfois... Ah, c'est pas toujours évident, mais il y a cette idée... Ah oui, bon, mais en tout cas, Luz, vous rapprochez un peu de l'argumentaire de Pascal qui dit, en raison de cet amour-propre, effectivement, la phrase de Pascal, c'est que les hommes ne font que s'entre-tromper. Hein, il dit même qu'ils conçoivent la passion la plus injuste qu'il soit possible d'imaginer. Ils conçoivent une haine mortelle contre cette vérité qui les reprend, puisqu'en fait, même si on ne veut pas la voir, elle revient toujours d'une certaine façon. Donc, oui, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la vérité. Mais en tout cas, l'hypocrisie, il n'est pas sûr qu'elle soit si destructrice du lien social. Oui, madame, quel est votre prénom ? Nicole. Pardon, oui, Nicole. Moi, ça me fait penser que moi, j'ai beaucoup travaillé près des enfants. Et souvent, on disait, quand un enfant commence à mentir, c'est qu'il va bien. Ah, d'accord. Quand il commence à mentir, c'est qu'il va bien. Il va bien, parce qu'il se décolle. D'accord, c'est intéressant ça. Parental,
l'harmonie. Alors, j'entends bien, hein, toute proportion gardée, il ne s'agit pas Oui. de mythomanie. Hein. Mais quand il commence à mentir, c'est qu'il grandit et qu'il se décolle De ses parents, de de leur autorité. voilà. Et qu'il a commencé à comprendre que... Il peut louvoyer un peu, quoi. Voilà. Et c'est l'art de la godille. Ouais. D'accord. Et Donc en fait, c'est très... le mensonge, oui, parce que vous dites qu'il est constructif de la psychologie individuelle, dans un stade de construction de soi. Marc-Antoine, il nous reste combien de temps pour être... À très peu. Parce que je voulais aborder un peu... si je voulais résumer, avant de Pascal de vous donner la parole, pour retracer un peu notre itinéraire, pour nous y retrouver, on est parti, on est parti du présupposé du sujet, selon lequel nous n'aurions en général pas le droit de mentir. On a fait une petite casuistique du mensonge, on a énoncé quelques cas de mensonge. On a fini par arriver à une définition du mensonge qui vaut ce qu'elle vaut, qui est donnée par Augustin, qui est la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, dire le contraire de ce qu'on pense être vrai dans l'intention de tromper. On a abordé 2 cas emblématiques de relations interpersonnelles, le cas de l'infidélité conjugale, le cas de la médecine, du patient, de la pathologie, etc. Et puis on a dérivé vers un cas plus ambigu qui est le mensonge envers soi-même, qui nous a fait nous tourner vers la question de la mauvaise foi, la question de l'inavoué, la question du déni, de l'illusion volontairement entretenue. Et on est arrivé sur cette thèse de Kant qui est massive, qui est le mérite de la clarté, qui est un rejet du mensonge, je dirais, par principe. Et on a vu un contre-argument qui est la question de savoir si notre sociabilité au quotidien n'est pas faite d'une part d'hypocrisie nécessaire aux relations humaines. Et on vient de finir avec la remarque de Nicole que le mensonge était peut-être constructif dans le cas de la psychologie infantile. Alors Pascal, et vous-même et attendez, Pascal d'abord et puis ensuite. Une catégorie de mensonges autorisés, je pense, c'est le placebo. Le placebo. Ou le nocebo. Ou le nocebo, oui, tout à fait, oui. Ce sont des techniques. Oui. Oui. Et ça marche. Tout à fait. Mais est-ce que dans le cas du placebo, c'est pas au sein d'expériences où les personnes ne savent pas justement ce qu'on leur donne? Il y a les deux. Ah, il y a les deux. D'accord, oui, effectivement. Mais alors là, c'est... Le bisou magique, par exemple. Ah, d'accord. Ça, je connais pas. Pour les enfants. Ah, pour les enfants, d'accord. Pour les enfants. D'accord, parce que je me suis dit, ça c'est... D'accord. Oui, tout à fait. Mais après, il y a pour valider tous les médicaments, il faut faire une partie en placebo. Oui, tout à fait. Mensonger, mais il y a aussi des expérimentations où il n'y a rien qui est inoculé. Enfin, les médicaments, c'est de l'eau. D'accord, oui. Et puis on voit effectivement. Que de l'eau. Et là, ça nous renvoie à effectivement la part d'inconscient, d'autoconviction dont on avait parlé, d'autoconditionnement et de messages que vous envoyez à votre propre corps. Comme les personnes qui pratiquent l'hypnose, qui envoient un message, une information à un moment où la vigilance de la conscience a diminué, et cette information, elle peut avoir un effet tout à fait somatique. Oui. Et inversement, le nocebo, on donne des vrais médicaments, mais on dit que c'est un placebo. D'accord. Que c'est de l'eau. Tout à fait, c'est très important. On voit que sur la population, il y en a qui sont moins bien soignés. Oui, c'est l'effet thérapeutique aussi, qui est l'effet d'autorité, l'effet de soin. Et ça nous renverrait à des discussions au moment de la Covid, où certains disaient de toute façon, il faudrait qu'on ait le droit de soigner, puisque l'acte même de produire un soin, qu'il soit efficace ou non, le rend efficace. Par fait d'être... voilà. Alors que d'interdire tout traitement est par principe anti-rémission, puisque rien ne se passe d'une certaine façon. Oui, Maïko. J'ai peur de revenir, d'être un peu terre à terre. Ah, dites-moi. Mais quelque chose qui me choque profondément chez les gens, c'est qu'ils ont beaucoup d'amis. C'est toujours sur Facebook? Non, je parle pas de Facebook, non, pas du tout. Mais ce sont des amis. Ce sont des amis. Alors, on n'a pas 200 amis, c'est faux. On a des relations et on a quelques amis. On a quelques amis. Et ça, beaucoup de gens. Et je trouve ça. On se ment, mais là, on se ment peut-être sur ce qu'est l'amitié ou les relations. C'est ce qu'elle a. De dire qu'on a 100 amis, effectivement, 100 amis. Donc, c'est voilà.
Je voulais quand même terminer par... mais peut-être parce que c'est dur de se dire finalement je n'ai qu'une poignée d'amis, alors que c'est très bien. Mais dans un monde où on multiplie les relations, finalement, ça fait paraître ça apparaît comme une pauvreté relationnelle, alors que ça n'est pas une pauvreté. Vaut mieux 5 amis sur qui on peut compter que 1000 relations sur les réseaux sociaux, effectivement. Voilà. Oui, oui. Tout à fait. Le même sens qu'il avait, ne serait-ce qu'il y a 30 ans. Eh bien, il y a un atelier que je ferai prochainement aux Cabanes Urbaines en avril qui est « Faut-il préférer l'amitié à l'amour ?» Si vous avez la réponse, il faut me le dire. Alors, il y avait quand même tout... L'amitié, et justement, le paradoxe, c'est que l'amour, notamment quand il se... Et alors, notamment en plus quand il se prolonge, là, effectivement... Là... non, je ne connais pas. Mais il y a une dimension amicale dans l'amour. Enfin, au moins, quand l'amour n'est pas que passionnel, en s'inscrivant dans le temps, effectivement, c'est sûr. Mais il y a quand même une dimension qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, qui est la dimension politique. Parce que... oui, mais alors voilà, je crois qu'on a atteint sans doute l'heure de fin. Mais ce que je peux faire, c'est au moins vous commenter très brièvement le texte, parce que vous allez partir avec... il y a la définition d'Augustin, que vous allez avoir écrite. Il y a un texte que je trouve très beau de Jankélévitch, Vladimir Jankélévitch, qui est tiré du Traité des Vertus, où il dit finalement, il s'oppose à Kant, il dit, comment dirais-je, on peut ne jamais mentir à quelqu'un, et ne jamais avoir été sincère et authentique véritablement. Il dit comment une somme de petites vérités peut-elle produire un grand mensonge. C'est que en fait, s'il y a un effet global, il y a une démarche vis-à-vis de la personne. C'est ça être authentique et vrai avec quelqu'un, c'est pas simplement ne pas mentir. Et puis, il y a un dernier texte qui ne vous surprendra pas sur la politique de Machiavel. Machiavel, dans son célèbre ouvrage Le Prince, au chapitre 18, se pose une question qui est le titre de ce chapitre, comment les princes doivent-ils tenir leur parole ? Puisque la parole en latin c'est fides, c'est la fidélité à la parole donnée. Et Machiavel a un argumentaire, il dit en substance la chose suivante, il s'oppose totalement à Kant, il dit, il ne s'oppose pas à Kant parce que Kant n'était pas encore né, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, la fin justifie les moyens. Ce qui compte en politique c'est le résultat. Et il dit pour plusieurs raisons. La première c'est que... y a peu de gens qui voient vraiment clair quand on maquille une action. On l'habille de légitimité, du prestige de l'État, ça va passer. Même si elle est injuste, violente, brutale, en la maquillant par un narratif ou par des motifs officiels, ça va passer. Très peu vont voir finalement le caractère injuste ou inadmissible de l'action. Le texte de Machiavel dit Ognuno vede quel che tu pare, pochi vedono quel che tu sei. Tout le monde voit qui tu apparais, qui tu parais être, très peu voient qui tu es réellement. Le deuxième argument, c'est comme la masse des gens va croire ce qu'on leur dit, ce que l'État va leur... le peu de personnes qui vont voir clair, ils vont être intimidés. Donc ils n'oseront pas s'opposer à la masse des gens, qui vont marcher avec l'État, avec le pouvoir d'État. Troisième argument, c'est l'impunité. Qui est à la tête de l'État n'est jamais jugé, puisque c'est lui qui chapeaute les cours de justice. Quatrième argument, c'est ce qui compte dans la mentalité, dans l'esprit, dans la psychologie des gens, c'est ce qu'on appelle l'evento della cosa, c'est-à-dire le fait accompli. Finalement, ce qui s'impose, c'est ce qui est advenu. Et c'est un petit peu la fin de l'histoire. Et c'est pour ça que Machiavel dit dans son texte, mais c'est un argumentaire qui vous est soumis et qui n'a pas pour but de vous convaincre. C'est que, alors j'ai pas reproduit tout l'argumentaire, mais vous irez voir le chapitre 18 dont il n'y a qu'un extrait, il est en ligne et c'est la fin du chapitre. Il dit aussi que c'est une question de survie en politique, puisque comme tout le monde ment et comme tout le monde poursuit ses intérêts, quelqu'un qui dirait la vérité ou quelqu'un qui serait sincère serait quelqu'un qui serait condamné à mort en politique. Et il dit, mais pourquoi faudrait-il continuer à tenir parole à des gens qui vous trahiront dès qu'ils le pourront ? Donc ça, c'est l'argumentaire pragmatique, cynique de Machiavel en politique. C'est ce qu'on appelle être machiavélien ou être machiavélique. Ça marche. Merci en tout cas, ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous.